Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session dominicale dont voici les titres. Comment rétablir la paix dans la province de l'Ituri? Le gouverneur de province, Jean-Ba Manissa Saïdi, a eu des échanges avec les deux grandes structures, à savoir l'UNADI et la société civile. Les athlètes du club de la garde républicaine ont bénéficié de la visite de certains officiers supérieurs des FARDC le samedi 17 avril au terrain annexe au stade des Martyrs de la Pentecôte. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité à l'immédiat. Et Tony Nzolameso nous rapporte sur la situation sécuritaire en Ituri. Le gouverneur de province, Jean-Ba Manissa Saïdi, a échangé vendredi 16 avril 2021 avec la notabilité de différentes communautés et forces vives regroupées au sein de deux grandes structures, à savoir l'UNADI et la société civile. Suivez. La situation sécuritaire en province de l'Ituri mérite une attention particulière. Conscient de cet aspect des choses, le gouverneur de province Jean-Ba Manissa Saïdi a réuni vendredi 16 avril autour de lui la notabilité, les différentes communautés et forces vives de l'Ituri regroupées au sein de deux grandes structures, en l'occurrence l'UNADI et la société civile. Lors de cette rencontre, les parties prenantes ont réfléchi sur les possibilités de barrer la route à la crise institutionnelle qui s'installe déjà après le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons voulu discuter avec vous sur la situation de l'heure, à partir du moment où on voit que le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale ne sont plus sur la même longueur d'onde. C'est à chaque fois que nous pensons commencer à mettre un peu les pieds sur l'étrier pour pouvoir avancer dans certains programmes que nous voyons une furie de notre Assemblée pour nous faire reculer finalement, nous faire stopper. Nous pensons qu'il faut, comme nous l'avons dit souvent, que tout le monde puisse s'impliquer. Une initiative saluée par le président de la communauté Zunana. Dieudonné Mateso appelle les deux institutions à préserver la paix. Nous, comme population, la préoccupation majeure, c'est la paix. La sécurité n'est pas l'affaire d'un seul individu. Même nous, population, nous avons notre part de responsabilité. L'Assemblée provinciale doit également faire sa part. Donc nous ne voulons pas assister au jeu de ping-pong, que c'est l'autre qui est diable, mais moi je suis saint. Ça ne va pas avancer notre jeune province. L'UNADI, qui promet la restitution à la base avant toute déclaration, appelle avant tout à l'unité de toutes les communautés. Ce n'est pas la motion qui viendra nous diviser. Et d'ailleurs, dans mon message, j'ai bien dit de ne pas communautariser cette émotion, car les deux éléphants se battent, ce sont les arbres qui en souffrent. Et c'est la même chose, c'est nous, la population, qui souffre. Raison pour laquelle nous rentrons dans nos bases pour un certain peu de parler avec la base pour prendre une décision et comment nous devons faire pour que la paix puisse régner dans la province de l'Ituri. À chacun de faire sa part, pourvu que la paix revienne en province et que la population innocente ne revive pas l'expérience passée. De nombreux Congolais vivant dans la partie orientale exigent le départ de la MONUSCO du sol congolais. Ils organisent des marches en série. Nous allons à Goma pour nous entretenir avec Nizma Liboul, délégué en communication au Comité international de la Croix-Rouge pour le Nord et le Sud Kivu. Selon les informations en notre possession, ces marches ont occasionné beaucoup de blessés à Goma, Beni, etc. Bonsoir Nizma Naboul. Bonsoir Patricia et merci. À vous Kinshasa. Merci de répondre à nos questions. Quelle est la situation actuellement à Goma où vous vous trouvez? Suite aux manifestations qui ont eu lieu à Beni et Goma contre l'insécurité grandissante dans le Nord Kivu, le Comité international de la Croix-Rouge a pris en charge des personnes blessées par balle dans les deux principales structures qu'elle soutient, l'hôpital général de référence de Beni et l'hôpital Sélékan Docho à Goma. À Goma, par exemple, c'est 36 nouveaux blessés que nous avons accueillis, portant à 68 le nombre de personnes hospitalisées. Nous avons actuellement atteint nos limites en termes de capacité d'accueil, puisque nous sommes presque à terme avec 74 lits au total.
Oui, Madame Nisma Aleboul, pouvez-vous nous dire ce que fait le CICR, votre organisation, pour soulager ces blessés? Nos équipes chirurgicales sont mobilisées et travaillent sans relâche depuis plus d'une semaine pour prodiguer les meilleurs soins à ces blessés. Nous avons également fourni du matériel médical et des médicaments pour faire face à cet afflux. Généralement, ces blessés arrivent dans les structures que nous soutenons grâce à des évacuations médicales que nous menons ou des référencements. J'ai été moi-même à la rencontre de plusieurs blessés cette semaine et l'une d'entre elles, Nema Sikoujoua, une jeune mère de 4 enfants, a été blessée par balle lundi en rentrant du marché. Elle est actuellement prise en charge par nos équipes. Merci Nisma Aleboul. Nous rappelons que vous êtes délégué de la communication CICR au nord et sud Kivu. Et dans ce journal, les athlètes du club de la garde républicaine GR ont bénéficié de la visite des officiels supérieurs des FARDC samedi au terrain annexe du stade des Martyrs. Ces derniers prennent part au meeting individuel d'athlétisme de la Ligue provinciale de la capitale de la discipline mère. Le reportage est de Naïla Mbouchi. La Ligue provinciale d'athlétisme de Kinshasa, l'IDAKIN, poursuit l'organisation des meetings individuels de la discipline mère. Plusieurs athlètes venus de 4 coins de la capitale ont pris part à ces rendez-vous le samedi 17 avril 2021. Une forte délégation des officiers supérieurs des FARDC a tenu à encourager les athlètes de la garde républicaine qui pratiquent cette discipline, en les remettant un lot d'équipements pour les entraînements. Lieutenant-colonel Désiré Moulumba donne le sens de leur visite. Et nous avons amené nos athlètes pour compétir dans le cadre des préparatifs des Jeux de la francophonie qui se pointent à l'horizon dans les jours à venir. Oui, ce n'est qu'un début, mais je pense que l'impression est bonne et nous pensons que nous allons faire beaucoup de bonnes choses avec l'appui de la fédération et de la Ligue. Et je pense que les choses vont bon train et les préparatifs aussi sont en train de se coalitionner. Et je pense que c'est le moment que les athlètes, que tous les encadreurs mettent en exergue leur programme pour se préparer aux Jeux qui se pointent à l'horizon. Hugues Mafo, directeur provincial d'athlétisme, donne la précision sur les différentes préparations de la RDC. Toujours dans le cadre des préparatifs de championnats nationaux qui seront tenus d'ici peu, donc vu l'exigence ou la demande du ministère, dans le cadre des préparatifs de la francophonie, la ville de Kinshasa se met déjà à temps à plus relancer les activités, surtout dans les courses intermédiaires. Donc vous verrez, il n'y a pas des lignes droites comme les 100 mètres. Donc dans les courses intermédiaires, faisant des tests entre les longues distances et les courses moyennes. Donc c'est sur ce que nous avons lancé cette grande journée. La Fédération d'athlétisme du Congo continue d'encourager les ligues provinciales d'athlétisme à préparer les championnats nationaux de ces sports prévus dans les lois là-bas. À présent, le condensé de l'actualité internationale sous une sélection de James Katambwa. L'attente. Ils sont l'avant-garde de l'armée ukrainienne. La Russie n'est qu'à une vingtaine de kilomètres. Cela peut se transformer en un très grand conflit. Nous savons que beaucoup de troupes ont été rassemblées par la Russie. Nous nous préparons, nous sommes prêts. Comme dans un conflit d'une autre époque, ces soldats ukrainiens montent la garde dans des tranchées. Ces dernières semaines, l'armée russe a massé des dizaines de milliers de soldats à sa frontière. Ici, les affrontements sont déjà quasi quotidiens avec les rebelles pro-russes de la région et les mines parsèment la zone. Malgré le soutien verbal des puissances occidentales à l'Ukraine, ces soldats préfèrent compter sur eux-mêmes. Tous les pays qui nous soutiennent, les États-Unis, les autres, je pense que nous ne devrions pas beaucoup compter sur leur aide. Nous devons compter davantage sur nos propres forces. Quel pays voudrait envoyer ses citoyens, si je puis parler ainsi, à la mort? Le conflit entre séparatistes pro-russes soutenus par Moscou et l'armée ukrainienne a fait, depuis 2014, plus de 13 000 morts. La marine russe a également fait mouvement vers la mer Noire ce samedi.
état de santé critique, nécessitant des soins intensifs d'urgence. C'est par ces mots que le médecin personnel d'Alexeï Navalny a rendu public le résultat de tests sanguins de l'opposant de 44 ans. Insuffisance rénale et risque avéré de crise cardiaque. Alexeï Navalny est incarcéré dans cette colonie pénitentiaire pour une affaire présumée de fraude. Depuis 2 semaines, il a entamé une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Il y a une militaire qui est venue me voir ce matin. Elle m'a dit que mes tests sanguins indiquaient une détérioration de mon état de santé, que si je n'arrêtais pas ma grève de la faim, mes gardiens m'alimenteraient par la force. Elle m'a décrit les joies d'un tel procédé, avec une camisole de force entre autres. Le principal opposant à Vladimir Poutine avait été arrêté dès son retour en Russie en janvier dernier, après 5 mois de convalescence passés en Allemagne. Il y avait été hospitalisé en urgence après un empoisonnement attribué, selon une enquête indépendante, au service de renseignement russe, ce que nie Moscou. Hier, la justice a fait savoir son intention de placer le FBK, l'organisation de lutte contre la corruption d'Alexeï Navalny, sur sa liste d'organisations extrémistes et terroristes. Motif invoqué, un risque avéré de sédition. Pour les collaborateurs de Navalny, cette annonce n'est pas une surprise. Le FBK est depuis plusieurs années la cible de la justice russe, qu'ils estiment être à la botte du pouvoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre page rétro. Un accident de circulation s'est produit le lundi 12 avril sur le saut de mouton de Desbonhommes. Pas de perte en vie humaine, mais quelques dégâts matériels enregistrés lors de ce drame causé par un camion de marque Ben dont le conducteur avait perdu le frein. Sylvain Kapombo Bosengele et Brandy Tomba. Il était 15h, passé les 30 minutes le samedi 10 avril. Lorsqu'un accident de circulation s'est produit sur le saut de mouton des Desbonhommes. À l'origine, un camion de marque Ben transportant à son bord les caillasses a tenté de monter le saut de mouton. Ayant constaté qu'il a perdu le frein, le conducteur de cet engin a préféré finir sa course sur les séparateurs de ce saut de mouton. Le camion venait du pont Matete et il était en excès de vitesse sans frein. Il est venu directement cogner les séparateurs. Ni t'était ça, on allait assister à des dégâts matériels, voire mort d'homme. Les gros transporteurs doivent vérifier leur véhicule, surtout passer par les contrôles techniques pour éviter ces accidents. Il faut rappeler que les sauts de mouton, cette infrastructure routière a été interdite de passage aux piétons, motocyclistes et les gros camions ayant plus de 55 tonnes. Et l'arrêté du gouverneur de la province de Kinshasa, pris dernièrement, avait prévu des sanctions sévères au terme des paiements des amendes aux récidivistes. Déjà, la police nationale congolaise avait procédé à l'arrestation de quelques conducteurs de motos qui empruntaient cette voie. Une autre actualité ayant marqué la semaine, après une longue période d'attente, le gouvernement Samalou Kondé a été publié mardi 13 avril 2021. Une équipe composée de 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres. La presse présidentielle. Le ciel s'est soudainement obscurci ce lundi après-midi sur Kinshasa, alors que le Congo tout entier attendait impatiemment la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, qui s'est présenté à la Cité de l'Union africaine muni de sa farde de chemise, a présenté au chef de l'État une mouture du gouvernement que le président de la République a consulté et acté. Quelques signatures, et c'est sous une pluie battante que le porte-parole du président de la République a rendu publique la composition du premier gouvernement Samalou Kondé. Composé de 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, un ministre délégué et 11 vice-ministres, la nouvelle équipe gouvernementale compte 15 femmes et des portefeuilles qui s'adaptent aux problèmes sociaux de la population. Au ministère de Petites et Moyennes Entreprises, une brèche entrepreneuriat a été ouverte pour stimuler encore plus les investissements locaux. À la santé publique, on parlera aussi d'hygiène et prévention au premier plan. La crise de la Covid a été prise en compte. Le ministère de Transport et Voies de Communication s'occupera aussi du désenclavement qui freine l'élan du développement des contrées. Le ministère de la Culture et Arts
lui prendra désormais en compte la protection de patrimoine en soutien à la vision culturaliste du chef de l'État et président d'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que la culture soit utilisée comme vecteur de valeurs positives. Ce gouvernement, qui se veut inclusif avec la participation de toutes les tendances politiques, a innové avec la création d'un nouveau portefeuille sur le numérique. 10 membres du gouvernement ont été reconduits, mais 4 seulement ont retrouvé leur portefeuille. Juste après la lecture des ordonnances, le soleil a refait surface comme un symbole de la renaissance des espoirs de tout un peuple placé sur le nouveau gouvernement. Et l'actualité, la semaine dernière, a été marquée aussi par cette conférence de presse. Juste après la publication, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était face à la presse pour la toute première communication depuis sa nomination à la primature. Il a dévoilé les grandes priorités de son gouvernement, parmi lesquelles figure le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et l'amélioration des conditions de vie du Congolais. Suivez. Il est 16h passées de 30 minutes. Le Premier ministre, le tout premier issu de l'Union sacrée, fait son entrée dans l'une des salles de l'hôtel du gouvernement, remplie par le journaliste de la presse nationale et internationale, pour donner l'architecture et les priorités de son gouvernement qui était déjà dévoilé quelques heures avant à la cité de l'Union africaine. Dans une allure de sérénité et de détermination, Sama Lukonde Jean-Michel est conscient de sa lourde tâche et celle de son gouvernement. Une fois que le gouvernement sera installé, nous allons revenir sur les axes prioritaires. Ils avaient été fixés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, la santé, surtout en cette période de pandémie à Covid-19, l'éducation, le développement à la base, et bien sûr, puisqu'il faut faire face à toutes ces difficultés que nous avons au niveau du budget de l'État, il va falloir que nous puissions avoir des réformes. En ce qui concerne la taille du gouvernement, 80% de nouveaux entrants et 20% des personnes reconduites. La représentativité de femmes est de 27% et la jeunesse a été prise en compte. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons une participation de 27% des femmes au sein de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, avec un total de 15 personnalités féminines qui vont, à côté des autres membres du gouvernement, relever le défi attendu par la population congolaise. Et cette participation féminine, nous ne la voulions pas que quantitativement, mais aussi qualitativement. Ce gouvernement composé de 56 membres sera présenté et investi à l'Assemblée nationale dans les jours qui suivent. Comme qui dirait, le travail a commencé. Et sous la direction du chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo, la task force présidentielle contre la Covid-19 s'est réunie également mardi 13 avril 2021 afin d'évaluer la situation épidémiologique sur le territoire national ainsi que les mesures prises pour endiguer cette pandémie dans les provinces où la circulation du virus est faible. Il a été décidé la levée du couvre-feu, la presse présidentielle, pour cet autre fait marquant l'actualité. À l'instar de la publication du gouvernement Sama Lukonde, l'allègement ou mieux la levée du couvre-feu en RDC était très attendu dans l'opinion publique. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, lors de la réunion de l'équipe de la Task Force Covid-19 présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la question a été examinée minutieusement. Il a été décidé lors de cette importante rencontre de lever le couvre-feu dans les provinces où la circulation du virus est très faible et pour les autres, parmi lesquelles la ville-province de Kinshasa, le couvre-feu est allégé. Il a été constaté, fort heureusement, que cette courbe est à la baisse, ce qui a amené la task force à la première décision
de lever le couvre-feu dans les provinces où il y a une très faible circulation de virus, où des cas de virus sont restés à zéro pendant plusieurs mois. Par contre, dans des provinces de Kinshasa, du Congo central, du sud et du nord et du sud Kivu, de l'Ituri, de la province de Lualaba et du Haut-Katanga, là, encore une fois, la circulation du virus est encore à un niveau significatif. Dans ces provinces-là, il a été décidé d'alléger le couvre-feu qui désormais va commencer de 22 h jusqu'à 4 h du matin. S'agissant du vaccin contre la Covid-19 disponible à Kinshasa, la Task Force rassure qu'après étude, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun inconvénient, d'où l'annonce de la campagne de vaccination dès le lundi prochain. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, c'était le deuxième point de notre réunion. Il a été décidé de commencer la campagne de vaccination à partir de ce lundi 19 avril, sur base volontariste. Et la priorité sera accordée au personnel de santé, aux personnes qui ont des maladies chroniques telles que diabète, hypertension, et au personnel social de base, c'est-à-dire ceux qui sont en contact permanent avec le public. Il s'agit de personnel qui travaille par exemple dans les aéroports, au niveau de postes frontaliers, au niveau des banques, le personnel qui est au guichet par exemple, eh bien, tous ces personnels qui s'exposent quotidiennement en face du public ont priorité pour l'opération de vaccination qui va commencer à partir de lundi 19. Peu avant cette réunion, le chef de l'État a participé par visioconférence à la clôture du sommet placé sous le thème « L'augmentation des capacités de production de vaccins sur le continent africain ». Dans son mot de clôture, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a réitéré sa volonté d'accompagner personnellement la mise en place du nouvel ordre sanitaire durant sa mandature. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs rassuré qu'il veillera pour que l'autonomisation des centres africains de contrôle et de prévention de maladies soit finalisée. Un autre fait ayant marqué l'actualité la semaine dernière, c'était l'investiture du président de la République du Congo. Eh bien, Félix Antoine Tshisekedi a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville. Le chef de l'État était accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Onyakeru Tshisekedi, à cette cérémonie qui s'est déroulée au palais de congrès de Brazzaville. Suivez. Le grand rendez-vous du palais des congrès de Brazzaville rénové ce vendredi 16 avril 2021 a vécu. Le siège du Parlement congolais a abrité la cérémonie grandiose de prestation de serment du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu le 21 mars 2021 pour un deuxième quinquennat. Tout a commencé à 11 h. À l'arrivée du chef de l'État congolais, après les honneurs militaires, il s'installe aux côtés de son épouse, Antoinette Sassou, dans le hall du palais des congrès où le couple présidentiel accueille les hôtes de marque. Président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs chefs d'État africains ont répondu à l'invitation de leur homologue congolais. En compagnie de la première dame Denise Onyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a salué le président réélu et la première dame de Congo-Brazzaville. Le geste a été posé tour à tour par tous les chefs d'État, une vingtaine au total, qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture. Il s'en est suivi l'ouverture de l'audience solennelle de la Cour constitutionnelle dans la grande salle des congrès. Après la lecture de la décision de la Cour du 6 avril proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle remportée par Denis Sassou Nguesso à la majorité absolue 88,40% au premier tour,
le président élu a été invité à prêter le serment constitutionnel. Moi, Théodile Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées. La Cour en a pris acte et l'a investi dans ses fonctions de président de la République du Congo pour un mandat de 5 ans. Dans son discours d'ouverture, Denis Sassou Nguesso s'est déclaré le président de tous les Congolais. Le peuple a opté pour la paix, la stabilité et le développement, a indiqué le président réélu, qui a pris l'engagement de mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de la population, en particulier de la jeunesse congolaise. Il a eu une pensée pieuse à l'endroit du candidat Guy Brice Parfait Kolela, emporté par le Covid-19, qui décime à travers le monde. Nonobstant les affres de cette pandémie que combat le Congo grâce notamment à la campagne de vaccination, le président Denis Sassou Nguesso a promis de poursuivre le processus de développement intégral de son pays avec son nouveau projet de société Ensemble, poursuivons la marche. Ce projet d'un État protecteur qui, dans la foulée, consolide la paix et l'unité nationale, la lutte contre la pauvreté et toutes les antivaleurs, la relance économique et qui donne la priorité à l'agriculture moderne, mécanisée pour l'indépendance alimentaire, à l'éducation, à la santé pour tous et à l'habitat. L'accent a été aussi mis sur l'environnement avec la revalorisation du bassin du Congo. La cérémonie d'investiture s'est terminée par une parade militaire ponctuée de 21 coups de canon. Le chef de l'État a pris congé de son homologue de la République du Congo. 10 minutes ont suffi pour la traversée du couple présidentiel à bord du navire Le Majestic du beach de Brazzaville vers Kinshasa, capitale de la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette session d'information. Mais avant de la clore complètement, le rappel de titre. Comment rétablir la paix dans la province de l'Ituri? Le gouverneur de province, Jean Bamanissa Saïdi, a eu des échanges avec les deux grandes structures, à savoir l'UNADI et la société civile. Les athlètes du club de la garde républicaine ont bénéficié de la visite de certains officiers supérieurs des FARDC le samedi 17 avril au terrain annexe au stade des Martyrs de la Pentecôte. Voilà, mesdames et messieurs, nous mettons une boucle finale à cette session dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe de rédaction d'Antenne. Merci à vous.